En Grande-Bretagne, derrière ces portes closes, des gens se préparent au pire. Un nouvel âge des ténèbres s'annonce. S'il y a une catastrophe naturelle, je serai prêt. Je tiens à ce que mes proches et moi puissions faire face à toute éventualité. Ils se sont donné le nom de Preppers, ou survivalistes, parce qu'ils se sont préparés en vue de la mort imminente de notre civilisation. Vous avez 10 secondes pour enfiler ce masque. Si vous tardez à partir, vous êtes mort. Voici des gens qui consacrent toute leur vie et dépensent des milliers de livres pour se préparer à une catastrophe. Sont-ils paranoïaques, le jouet de leurs fantasmes, ou bien est-ce que ce sont les autres qui sont fous de ne pas faire comme eux? Quand les gens me demandent pourquoi je suis prepper, je leur retourne la question. Et vous, pourquoi ne l'êtes-vous pas? Nous vivons en ce début de 21e siècle des temps très difficiles. Violents troubles sociaux, chaos financier et catastrophes naturelles sont notre lot commun. Les dommages ici sont pires que partout ailleurs au Japon. La ville a été détruite à 95%. En Grande-Bretagne, pour la majorité de la population, la vie se déroule sans problème. Mais de plus en plus de gens sont persuadés que leur pays va bientôt connaître une terrible catastrophe. Si on n'a plus d'électricité, plus de pétrole, en l'espace d'une semaine, les morts se compteront par millions. Il se passe des choses horribles. Des maisons réduites en cendres, des inondations, des événements catastrophiques qui bouleversent la vie des gens. Michael Sanderson, 1m88 et 114 kg, a servi dans l'armée pendant la guerre des Malouines et en Irlande du Nord. Aujourd'hui à la retraite, il vit avec sa femme et ses 2 filles. Quand les gens me demandent pourquoi je suis prepper, ça me surprend. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi eux ne le sont pas. L'imminence d'une catastrophe naturelle est sans doute la plus grande crainte des preppers. Lorsqu'il y a eu l'ouragan Katrina, le niveau des eaux a commencé à monter. Et c'est arrivé à un point où les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux parce qu'il y avait 9 mètres d'eau. Moi, j'ai une mère de 85 ans et de jeunes enfants. Comment faire dans ces cas-là pour préserver sa famille? Donc les gens sont restés chez eux. Ils espéraient que quelqu'un viendrait les sauver. Mais personne n'est venu. En 2005, Michael a vu les ravages de l'ouragan Katrina aux États-Unis à la télévision. Nous n'avons rien mangé depuis 3 jours. Ma maison a été totalement inondée. J'avais une maison en ville. Elle a disparu sous les eaux. Je n'ai plus de toit. Plus rien. Tout ce que je possède est là. Et les habits que j'ai sur moi. La Nouvelle-Orléans a été dévastée par un des plus puissants ouragans de toute l'histoire des États-Unis. Et pour ce prepper anglais, ça a été le déclic. Il se passe des choses comme ça tous les jours dans le monde. Mais on n'imagine pas que ça puisse arriver ici. Cela ne pourrait pas arriver ici. Ou bien est-ce que ça pourrait? Si la Grande-Bretagne subissait une catastrophe naturelle, Michael ne resterait pas dans les parages. Il irait se mettre à l'abri. Tout est déjà prêt dans la voiture. Il n'y a plus qu'à la démarrer. Ce que vous voyez là, c'est mon véhicule de survie et la remorque de survie, avec des provisions pour toute la famille pour au moins 3 mois. De quoi l'homme a-t-il besoin pour survivre? D'eau, de nourriture et d'un endroit où dormir. Et c'est grosso modo tout ce qu'il y a dans la remorque. La décision la plus difficile que vous ayez à prendre, c'est à quel moment quitter la maison? Il vaut mieux partir trop tôt et éventuellement revenir, parce que si vous tardez à partir, c'est la mort assurée. Michael plie bagage.
Bien sûr, ce n'est pas encore l'apocalypse, mais une simple répétition. En cas de véritable urgence, il veut être prêt à quitter la maison avec sa famille en un quart d'heure. Cinq heures plus tard, il est installé dans sa retraite secrète au Pays de Galles, où il compte survivre en se servant de son expérience militaire. Les provisions que nous avons là nous permettent de revenir progressivement à une vie plus simple. Michael tient à ce que tout se passe de façon réaliste. Peu importe que vous ayez beaucoup de choses ou pas, ça finit toujours par s'épuiser. Je n'ai pas pris ma cuisinière à fioul parce qu'il y a quantité de bois dans le coin. Donc, quand je me lève le matin, je m'occupe d'allumer le feu et ensuite, je veille à l'entretenir. Je mets une bouilloire sur le feu et comme ça, j'ai de l'eau chaude toute la journée. J'ai toujours du café sur le coin du feu, exactement comme à la maison. Rien n'a changé. Je ne fais que revenir à un mode de vie plus simple. Alors que Michael semble satisfait de sa situation au Pays de Galles, à 200 km plus à l'est, dans le Surrey, un autre prépeur craint l'arrivée d'une catastrophe naturelle différente. Une simple impulsion électromagnétique du Soleil peut détruire tous les réseaux électriques du monde occidental. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Royston Hobson, le directeur d'un grand magasin, se prépare bien aux conséquences d'une éruption solaire, c'est-à-dire à une formidable éjection d'énergie dans l'atmosphère. C'est la base du calendrier Maya, fonction du maximum et minimum solaire. Et nous entrons maintenant dans une période d'activité maximum. Les avis sont partagés quant aux conséquences d'une importante éruption solaire. Destruction de tous les appareils électriques ou juste de vilains coups de soleil? Royston, lui, est catégorique. Le système est fragile, terriblement fragile. La dépendance à l'électricité est totale. Ici, c'est Tesco qui assure tout le ravitaillement. Si Tesco n'a pas de caisse pour travailler et qu'il n'y a pas d'argent dans les banques, tout s'arrête. Et en l'espace de 72 heures, c'est l'anarchie. Si cela arrive, on en reviendra au mode de vie pré-industriel de l'époque victorienne. Mais seuls ceux qui s'y seront préparés pourront survivre. Salut les amis, c'est Royston d'Instant Survie au micro pour la seule émission radio de préparation à la survie. Royston anime une émission radio sur Internet dans laquelle il partage avec d'autres preppers ses craintes sur l'avenir. La préparation n'est jamais qu'une forme concrète d'assurance. Étant donné qu'on ne sait pas quand la catastrophe va survenir, il est primordial d'avoir la nourriture, l'eau, les outils et l'équipement d'urgence prêts à être embarqués à tout moment. Il ne sait pas combien de preppers écoutent son émission. Mais il y a énormément d'Anglais qui téléchargent des vidéos et qui montrent leur équipement sur le web. Voici le dernier couteau que j'ai acheté. Les forces spéciales d'intervention utilisaient ce masque à gaz S10. J'ai regardé ce que j'avais comme matériel qui pourrait attirer l'attention de ces gars-là. De tels sites peuvent recevoir jusqu'à 300 000 visiteurs. Je vais vous montrer un petit aperçu des plats tout prêts. Comme toujours, j'attends vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Royston ne se contente pas de diffuser la bonne parole. Il agit. Malheureusement, je n'avais pas d'objectif grand angle, mais cela vous donne une idée de ma réserve. Première règle, gardez secret l'endroit où est entreposé le matériel de survie. Royston a réalisé lui-même cette vidéo pour éviter que des pillards ne s'attaquent à ses réserves en cas d'éruption solaire. On a une armoire réfrigérante et un tonneau rempli de nourriture. Riz, haricots, pois. On a 2 énormes fourneaux à essence qui proviennent des cuisines roulantes de l'armée. Et contre le mur du fond, des jerrycans de l'armée, des poêles à cardane et des lampes à pétrole. Tout cela m'a coûté des milliers de livres. Mais il faut encore que j'augmente mes provisions de nourriture pour disposer d'au moins 2 années de réserve. Royston est paré pour survivre à l'apocalypse. Mais il ne veut pas être le seul à survivre. Le but ultime, en cas de crise ou de catastrophe, c'est de maintenir de la vie sur le long terme. Il faut donc qu'il y ait des gens autour de vous, de façon à ce que chacun veille sur l'autre à part égale, et ainsi pouvoir reconstruire une société. J'ai de quoi pourvoir aux besoins d'une douzaine de personnes. Je peux créer autour de moi une communauté d'individus de même sensibilité, des gens capables de travailler, des gens qui nous aident à construire.
Je pense que compte tenu de mes connaissances et de mon expérience, je m'imposerai tout naturellement comme leader. Quelle que soit la façon dont ils envisagent d'y échapper, les preppers anglais prévoient une catastrophe. Mais il y en a un pour qui la seule garantie de survie consiste à fuir le pays. Vous imaginez 70 millions de personnes sur une île se disputant les mêmes ressources? L'écrivain de science-fiction, Edward O'Toole, a quitté la Grande-Bretagne. Il vit depuis 14 ans hors du monde, à 2000 km de là, dans un petit coin de Slovaquie. C'est ici qu'il a rencontré sa femme Renata et qu'il a fondé une famille. Et à présent, il prépare femme et enfants à affronter une catastrophe. Les situations les plus terribles que nous risquons de connaître, ce sont les catastrophes naturelles. Je pense qu'un nouvel âge des ténèbres nous attend. Et je veux que l'on s'y prépare, afin que mes enfants aient de bonnes chances de survivre. En arrière? Oui, super. Selon lui, même les gouvernements prennent leurs dispositions en vue d'une catastrophe. Il y a plein de choses en préparation. Par exemple, la Chine et la Russie ont construit de vastes bunkers. La Russie dispose aujourd'hui de suffisamment de bunkers pour abriter toute sa population. Aux États-Unis, les gens aimeraient bien s'en construire, mais ils ne peuvent acheter les équipements ni avoir recours aux fabricants pour les faire, parce qu'ils sont tous occupés à fabriquer ceux destinés aux dirigeants. De toute évidence, au plus haut niveau, il se trame quelque chose. N'y a-t-il pas des gens qui trouvent vos idées bizarres, voire insensées? Si, bien sûr. Peu importe que ces craintes soient justifiées ou non, le fait est qu'ils se préparent au pire. Et cela signifie, en premier lieu, de ne plus être dépendant des supermarchés. En termes de survivalisme, ce type d'animal est idéal, parce qu'il apporte des protéines et fournit de la fourrure. Il est très facile d'élever des lièvres. Il suffit de les garder dans un petit clapier, de les nourrir avec de la paille, et quand ils ont environ 6 mois, ils sont prêts à passer à la casserole. Tous les preppers devraient en avoir. Bon, excuse-moi pour le mal que je vais te faire. Puisse ta prochaine vie être meilleure, et encore merci de nourrir ma famille. Là, il est mort. Se préparer, c'est en quelque sorte revenir aux fondamentaux. Et après 14 ans de vie en Slovaquie, Edward a bien compris qu'il ne suffit pas de savoir comment tuer un lièvre pour le déguster dans son assiette. Il faut rapidement apprendre à ne plus faire la fine bouche. En Slovaquie, comme en Angleterre, les poumons sont traditionnellement considérés comme un morceau de choix. Il y a beaucoup de gens qui mangent le cœur. Moi, je n'en raffole pas. Je vais jeter ça aux animaux. Voilà. On attache les pattes et on le pend. Edward n'est pas le seul prepper de la famille. Je voudrais que tu enlèves l'écorce, disons, d'ici, à peu près, jusque-là. Il faut que je fasse des trépieds pour les côtés du barbecue. Et lui, pendant ce temps-là, il va tailler cette branche sur laquelle on va embrocher l'animal. Mes enfants adorent cette vie-là. On apprend vraiment ce qui est indispensable. Et à savoir improviser. C'est quelque chose qui n'est pas nécessaire quand on peut aller dans un grand magasin ou un supermarché. S'il arrive quelque chose, ça aide à survivre d'avoir toutes ces compétences. Après des heures de préparation, on passe à la cuisson. Je dirais que d'une façon ou d'une autre, je me prépare depuis l'âge de 15-16 ans.
Aujourd'hui, j'ai une famille et je dois faire en sorte de pouvoir nourrir 5 personnes tous les jours, jour après jour. Je n'ai pas envie de voir ma fille de 5 ans pleurer parce qu'elle a faim. Il est très musclé. C'était peut-être un sportif? Un as du son à hauteur. Mais il y a aussi des preppers britanniques qui n'envisagent pas d'aller se cacher dans un coin reculé. Parlons un peu de la survie en ville. Si vous imaginez une catastrophe quelconque, et surtout s'il n'y a plus d'électricité, les magasins vont être saccagés et pillés. Il n'y aura plus d'ordre public comme aujourd'hui. La situation va dégénérer et nous serons en guerre. La plus grande crainte de ces preppers après les catastrophes naturelles, c'est l'effondrement de l'ordre public. En 2011, il y a eu des émeutes à Londres qui se sont rapidement propagées dans tout le pays. Des propriétés ont été pillées, des magasins incendiés, et c'est la rue qui a pris le pouvoir. Si vous aviez été là il y a 2 ans, vous auriez vu les bâtiments en feu. C'était un des points les plus chauds. Les villes sont des endroits dangereux. Partout où des milliers de gens se battent pour les mêmes ressources, c'est dangereux. Les gens sont littéralement déchaînés et prêts à tout pour grappiller le moindre truc. Les gens seront totalement désespérés parce qu'au bout de 72 heures, on ne trouvera pratiquement plus rien. Même une grand-mère pourrait s'armer d'un couteau de cuisine pour arracher un bout de pain à son voisin s'il n'y a plus rien à manger dans la maison. Dans le Hampshire, un homme prend ses dispositions pour survivre au chaos urbain. Il se pourrait qu'on utilise des gaz neurotoxiques, des gaz lacrymogènes ou certains produits chimiques pour maîtriser les émeutiers. Donc, si pour une raison quelconque je devais traverser discrètement cette zone agitée, je préférerais être protégé. Voici mon équipement NBC pour nucléaire, biologique, chimique. Il est censé me protéger au mieux de toute contamination environnementale. Pete Stanford est coach personnel et prepper depuis 5 ans. S'il n'y avait plus d'ordre public, il faudrait plus qu'une milice pour venir à bout des troubles sociaux. Pendant que la majorité des Britanniques se terrent chez eux, horrifiés par les émeutes, Pete déserte la banlieue pour rejoindre son lieu secret de survie, seulement 8 km plus loin. Ce canoë gonflable va me permettre de naviguer sur l'eau jusqu'à la petite île sur laquelle je compte me réfugier en cas de nécessité. Je fais un exercice d'entraînement à peu près toutes les 6 semaines, au pire tous les 2 mois. Je me tiens toujours prêt à toute éventualité. Pour monter dans le canoë, je me mets toujours de dos. Comme ça, si jamais il s'éloigne, je peux toujours me retenir à la terre ferme. Pour survivre à un effondrement de la société, il envisage de se cacher sur une petite île déserte, au milieu de la rivière. Je vais amener le canoë dans le coin où sont mes cachettes. Je vais le planquer là, et ensuite, j'irai dans ma petite maison. Il est très important à ses yeux de garder ses réserves enterrées en différents endroits sur l'île. Chaque cachette est reconnaissable à 3 marques spécifiques dans la zone qui l'entoure. C'est indispensable pour être sûr de la retrouver parce que la végétation change selon les saisons et que le sol a vite fait d'être recouvert de feuillage. Alors là, j'ai un tapis de sol, des tablettes de vitamines, des boîtes de conserve, du fil de fer qui peut me servir à confectionner des pièges.
Et avec ce récipient, je peux recueillir de l'eau et la faire bouillir dedans. Mais pour l'instant, il contient surtout des trucs pratiques. Cette boîte est surtout une boîte de survie. J'ai une autre cachette ailleurs, où il y a d'autres choses. Je fais exprès de ne pas tout garder au même endroit. Parce que si quelqu'un tombait dessus, ou que je n'arrivais plus à retrouver la cachette, je ne me retrouverais pas complètement démuni. C'est pour ça que je les ai éparpillés dans différents endroits. Pete estime être en mesure de survivre seul sur son île jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. Il y a beaucoup de ressources naturelles ici. De l'eau que je peux me procurer facilement et ensuite traiter. De nombreuses plantes comestibles et aussi des animaux que je pourrais éventuellement chasser, mais je ne le ferai qu'en dernier ressort si vraiment j'y suis obligé parce qu'on ne peut pas survivre sans manger. On me pose souvent la question des protéines. Alors autant vous prévenir les amis, si vous voulez avoir des protéines, il va falloir mettre les mains dans le cambouis comme on dit et apprendre à tuer les animaux. Tout bon prépeur doit savoir chasser. Lorsqu'il n'y a plus d'ordre public et que les supermarchés sont vides, il faut bien trouver de la nourriture. Et donc savoir comment se la procurer. Ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Si j'ai choisi de vivre ici, c'est entre autres parce qu'il y a beaucoup de gibier. Les sangliers et les cerfs constituent ma principale source de viande. Dans cette région de Slovaquie, la chasse est un élément essentiel de la vie rurale. Oh, des cerfs. Non, ce sont des chevreuils. Elles m'ont l'air très jeunes, très naïfs. Dans les films, on peut voir un type pénétrer dans la forêt avec un arc et une flèche, tirer sur un cerf et ressortir avec son butin. Mais ça, c'est à Hollywood. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est un processus lent et long. La seule façon de chasser un gros gibier, c'est de s'asseoir dans un coin et d'attendre que la bête vienne vers vous. Ici, les chasseurs s'installent dans des tours de guet. De là-haut, vous avez le regard fixé sur la lisière de la forêt. Mais l'animal ne peut pas vous voir ni vous sentir. En fait, vous êtes assis et vous attendez tranquillement que l'animal sorte du bois à l'aube ou au crépuscule. Et là, vous lui tirez dessus. Ma belle-sœur a tué un cerf ici même l'année dernière. Elle est restée là-haut toute la nuit à attendre. Ce n'est pas si facile, dites-vous? Ah non, la chasse, c'est une affaire de patience. Un cerf peut nourrir une famille comme celle d'Edward pendant 6 semaines. En Angleterre, dans le comté de Buckinghamshire, un homme s'est préparé au pire en consommant des animaux locaux. J'ai mangé des écureuils, des lapins, des pies. J'ai essayé aussi une fois des œufs de fourmis. Ma foi, c'est pas mauvais. Cet arboriculteur collectionne les armes depuis plus de 20 ans. Toutes celles-ci, je les ai utilisées pour chasser des animaux dans la nature. J'ai tué des lapins, des pigeons, des écureuils. C'est assez facile de les avoir avec ces fusils. Maintenant, si on veut attraper quelque chose de plus gros, on peut utiliser une arbalète comme celle-ci. C'est illégal de chasser à l'arbalète ou avec des arcs, mais j'imagine qu'en cas de situation extrême, on pourrait, si on n'a pas le choix. Se préparer, c'est comme suivre des cours de secourisme. On espère ne jamais avoir à s'en servir, mais mieux vaut prévenir que guérir. En cas de situation critique, si on veut manger de la viande, on sera bien obligé d'ôter la vie à des animaux. N'est-ce pas? Malcolm s'entraîne aussi à piéger des animaux qu'il pourrait manger. Ça, c'est un piège à filet tout simple. Vous avez une branche en forme d'arc fixée par 2 crochets avec en dessous un filet. Ensuite, une corde tendue tout du long jusqu'à la branche là-haut, comme un contrepoids. Et pour finir, ce poids mort qui, en tombant, va faire remonter le filet. Si vous êtes dans un bon coin et dans de bonnes conditions, vous pouvez attraper des lapins ou des écureuils avec ce système. Et si vous avez un plus grand filet et un assez gros poids, vous pouvez attraper n'importe quoi. Et voilà votre lapin ou autre chose.
Cela pourrait nourrir une famille pendant un jour. Mais sur le long terme, en Slovaquie, Edward a déjà réfléchi au problème. En situation de survie, quelle qu'elle soit, vous devez apprendre à gérer vos besoins en animaux. Il faut que vous ayez un stock de reproduction pour l'année suivante. Il faut que vous calculiez le nombre et le type d'animaux que vous pourriez prendre par an. Par exemple, s'il y a beaucoup de mâles de 3 ou 4 ans, vous en prélèverez un. Vous ne prendrez pas un faon, parce qu'il peut grandir et se reproduire. Vous devez être très sélectif dans votre chasse. En fait, l'expérience, c'est ce qu'il y a de plus important. La pratique et l'expérience. Sans cela, vous êtes perdu. Vous mourrez de faim. Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment. On continue de faire des grands discours sur la crise mondiale, la finance et l'effondrement de la zone euro. On ne sait pas si la crise financière va s'aggraver, on ne sait pas si l'hyperinflation va nous toucher. Mais tant que nous avons encore de l'argent dans nos poches pour stocker de la nourriture, achetons-en, parce que c'est absolument vital. Les effets de l'hyperinflation peuvent être stupéfiants. Dans les années 20, lorsque la monnaie en République de Weimar s'est effondrée, la parité entre le mark allemand et le dollar est passée de 4,2 à 4,2 milliards. L'argent ne valait plus rien. Il n'est donc pas étonnant que ces preppers aient une telle crainte d'une hyperinflation. Rien ne prouve que le système économique ne va pas s'effondrer, entraînant la fin du monde occidental. Les 4 grandes banques du Royaume-Uni sont-elles très exposées à la crise dans la zone euro? Les pays s'endettent de plus en plus. On continue de prêter de l'argent à la Grèce et on ne le revoit plus. On continue de prêter de l'argent à perte et personne ne cherche de solution. C'est cela qui me fait peur. Le Parlement grec s'apprête à voter un plan d'austérité qui va réduire drastiquement le niveau de vie de la population. À Stockport, dans le Grand Manchester, une famille est particulièrement inquiète. Noreen et Simon Dillon ont pris leur disposition pour pouvoir vivre en autarcie après l'effondrement de l'économie anglaise. J'ai des quantités industrielles de pâtes, de riz, de haricots et aussi de farine. Tout cela représente un gros investissement, c'est sûr. Les conserves que vous voyez là au-dessus, qui ont une durée de vie de 25 ans, coûtent très cher. Tout le monde a une assurance vie, une assurance pour sa maison. Moi, j'ai juste franchi un pas supplémentaire en me prenant une assurance sur la nourriture. Ce n'est pas un passe-temps. En fait, c'est devenu un mode de vie. Nous avons nos propres produits que nous avons cultivés. Nous avons des poulets, nous faisons des confitures et des conserves. Nous n'avons pas de soucis à nous faire. Pour la famille Dillon, l'autosuffisance ne s'arrête pas à la nourriture. Leur objectif, c'est d'être capable de vivre totalement hors circuit. Il y a des panneaux solaires sur le toit et leur maison est équipée de lampes à piles. Même dans les WC. Le siège relevé et ça éclaire la pièce. Quel intérêt? Comme ça, je suis sûr de bien viser. Sinon, ma femme me tuerait. Toute la famille Dillon participe aux préparatifs. Les enfants aiment bien avoir un papa un peu excentrique. Ils aiment bien aller avec lui cueillir des mûres et les manger sur place. Tu peux manger celle-là aussi si tu veux. J'en prends aussi. Tu veux des gants pour cueillir les orties? Prends les plus jeunes, c'est meilleur. Je transmets mes connaissances à mes enfants. La plus jeune, Kylie, est particulièrement réceptive. Qu'est-ce que ça fait quand on fait cuire les orties? Ça enlève leur piquant. Avec des placards pleins à ras-bord de provisions et une omelette aux orties sur la table, les Dillon sont-ils prêts à affronter une crise financière mondiale? Toute la nourriture que j'ai stockée, les poulets que j'ai achetés, la cueillette et le potager que je fais l'été devraient nous permettre de tenir au moins un an. Il y a des preppers qui croient que c'est en remplissant leur maison de boîtes de conserve qu'ils vont s'en sortir. Mais en quelques jours, elle sera dévalisée.
Je ne fais pas provision de nourriture comme les hamsters ou les écureuils, en espérant vivre sur mes réserves pendant que le monde s'écroule. Ce n'est pas ça, se préparer. Edward pense que les autres preppers devraient suivre son exemple et être vraiment autosuffisants. Avec ma famille, j'ai fait le choix d'avoir recours à des méthodes plus traditionnelles, où le pétrole n'a pas sa place. Et c'est une solution tout à fait viable. Il a décidé de vivre en se passant du combustible le plus courant. Voici notre chauffage central. Toute la maison est chauffée au bois. Lorsqu'on brûle le bois, l'air chaud monte d'abord dans la cheminée, puis il se propage à travers toute une série de tuyaux qui conduisent à différentes pièces du rez-de-chaussée. Et cela dégage suffisamment de chaleur pour chauffer tout le premier étage. C'est un système très efficace, qui ne demande rien d'autre que des provisions de bois. Et comme nous sommes entourés de forêts, nous ne sommes jamais à court. Toute notre civilisation est basée sur le pétrole. Mais lorsque le cours du pétrole aura explosé, qu'il sera devenu trop cher pour le commun des mortels, le prix des produits dans les supermarchés sera beaucoup trop élevé par rapport au salaire, qui, eux, n'auront pas augmenté pendant des années. Et cela va se traduire par une forte baisse du niveau de vie. L'Angleterre ne dispose que de 67 jours de réserve de pétrole. En 2012, la simple menace d'une grève des transporteurs de fuel a provoqué une véritable panique dans le pays. Mais pour le prepper autosuffisant, le carburant n'est pas le seul défi. Le plus important, c'est de cultiver des pommes de terre, parce qu'avec cet aliment de base, on peut faire à manger toute l'année. Ça ne suffit pas pour survivre, mais en cas de coup dur, comme on a un stock de pommes de terre germées, on pourrait en cultiver dans tout le champ. On est 5 dans la famille, il faut donc beaucoup de nourriture. Faire un potager permet d'avoir une source permanente de nourriture. Si vous vous contentez de stocker la nourriture, au bout d'un moment, vous en viendrez à bout et vous mourrez de faim. Tandis que si vous essayez de faire un potager tous les ans, vous réfléchissez alors à ce qu'il vous faudra pour l'année suivante. Il faut savoir par exemple que les pommes de terre ne se récoltent qu'une fois par an. Et si vous n'avez pas les produits de base, comment ferez-vous pour survivre l'année d'après? Edward s'attaque même au sale boulot. Là, c'est la fosse septique. Je sais que personne n'aime aborder ce sujet, que c'est pratiquement considéré comme tabou. Lorsque vous allez aux toilettes, vous tirez la chasse d'eau et tout est de nouveau propre. Mais si la civilisation s'écroule, cela ne se passera plus comme ça. Et imaginez que vous habitez dans un appartement. Qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à ce problème? Vous allez avoir un sacré choc quand vous vous rendrez compte que tout ce qui vous paraissait jusqu'alors évident s'arrête d'un coup. Cela va être un sacré choc culturel, croyez-moi. Grâce à plusieurs années d'expérience, Edward semble paré à toute éventualité. Mais avant d'en arriver là, il faut bien qu'il y ait un point de départ. C'est en juillet 2011, juste après les émeutes, que je me suis intéressée aux preppers. Je me suis dit, si une bande de jeunes peut tout bloquer à Londres, qu'est-ce qui se passera s'il arrive une grande catastrophe? D'origine américaine, Annie Durbin est une nouvelle prepper. Donc là, on a des réserves de nourriture, des boîtes de conserve, des graines, du boulgour. J'essaie d'acheter des produits sains, des haricots mango. Il y a là de quoi tenir 2 ou 3 mois. Je pense que ça devrait être suffisant. Parce que si une catastrophe nous tombait dessus, je ne pourrais sans doute pas rester ici très longtemps. Donc je crois avoir assez de provisions de nourriture. Ça, c'est une de mes boîtes de rangement. Elle a commencé à trier ses affaires de survie. Ah, voici un de mes objets préférés. Mon couteau.
Mon petit couteau de commando. Avec ça, je me sens forte. Il peut éventuellement servir de lance. Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'une lance, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Toujours est-il que je le trouve pratique et épatant. Être prepper, c'est une déclaration d'indépendance. Je prends la situation en main. Je n'aime pas me sentir impuissante. Et je me suis sentie tellement désemparée quand les magasins ont fermé à cause des émeutes que j'ai trouvé ça pathétique. Oh, j'ai plein de trucs là-dedans. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Alors, voyons voir un peu ce qu'il y a. Ce n'est pas exactement le kit standard du prepper. Il y a des tas de choses susceptibles de servir dans différentes circonstances. Par exemple, plusieurs versions du Coran. Parce que j'habite au cœur de la plus grande population musulmane d'Angleterre. On ne sait jamais. C'est toujours bien de s'adapter à son environnement. Et j'ai des petits sachets avec des produits d'hygiène dentaire, une petite brosse à cheveux. Vous tenez à être bien coiffé? Ce n'est pas parce qu'on vit une situation de survie qu'il ne faut pas soigner son look. Il faut savoir se préserver. Je pense que c'est très important, surtout lorsque tout va mal autour de vous. Apparemment, les femmes preppers sont plutôt rares. Il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Pourtant, en tant que femme, je pense sans doute à des choses auxquelles les hommes ne pensent pas. J'ai fait provision de préservatifs et différents lubrifiants, parce que même quand les temps sont durs, les gens ont envie de faire l'amour. Peut-être même plus souvent. C'est un plaisir naturel qu'on peut facilement avoir, quelles que soient les circonstances. C'est donc bien d'avoir tout ce qu'il faut pour ça. Comme on ne peut pas savoir quel genre de type on va rencontrer en ville ou ailleurs, mieux vaut se protéger. Annie a beaucoup réfléchi à ses préparatifs. La plupart des gens que j'ai vus sur Internet ont un sac à dos spécifique destiné au matériel de survie, qu'ils peuvent attraper d'une main avant de prendre la poudre d'escampette. Mais moi, je ne crois pas que les choses vont se passer aussi rapidement, dans une telle urgence. J'ai donc tout mis dans des sacs ou des boîtes de différentes tailles. Je peux caser tout ça dans ma voiture et ensuite partir. Si les événements l'obligeaient à quitter la ville, elle serait obligée de se débrouiller avec les moyens du bord. Elle a donc pris rendez-vous avec Royston, expert en survie. Vous savez ce que c'est? On dirait un lapin, non? Un grand lapin, ça s'appelle un lièvre. Il y a encore les reins et les poumons à l'intérieur. Je vois ça. Savoir préparer à peu près n'importe quel animal, c'est vital selon moi. Ça, c'est un morceau que peu de gens aiment. Maintenant, il s'agit de le dépecer. On le tient comme ça. Je peux essayer? Bien sûr. Ce qu'il faut faire, c'est tirer en même temps vers le haut et vers le bas pour détacher la peau. Comme si vous ôtiez un manteau. Je tire? D'un coup sec. Allez-y. Je n'ai pas autant de force que vous. C'est bien. Continuez comme ça. Je n'étais pas très à l'aise. Je pensais que ça allait me dégoûter et me donner la nausée, mais non, ça s'est bien passé. Laissez-moi essayer. Vous tordez et tirez d'un coup sec. Bravo. Oh, j'ai réussi! C'est très important de partager ses connaissances. Il y a trop de gens qui veulent les garder pour eux. Je pense sincèrement qu'il vaut mieux transmettre son savoir parce qu'il y a toujours d'autres générations, d'autres gens ailleurs à qui cela peut profiter. On y va, merci. Prenez la cuillère. J'imaginais que ça allait être assez peu ragoûtant, mais en fait, c'est très bon. Je suis vraiment épatée. Salut les amis. J'espère que comme moi, vous échangez vos idées et vos connaissances sur la préparation. Salut à tous, ici Pete sur le canal Maverick Outdoors. On s'est toujours intéressé à la survie sur ce canal. Partager ses connaissances, c'est acquérir de nouvelles compétences. Je vais donner quelques précisions grâce à cette vidéo. Voilà où je vais monter mon campement. Mike et Pete envoient des vidéos sur Internet pour faire part de leurs derniers préparatifs. On m'a posé récemment des questions sur mon équipement. Ici, un sac étanche et là, toute ma nourriture.
Leurs vidéos sont regardées des centaines de fois. On s'y connaît en survie. La devise, c'est ni vu, ni connu, pas de traces. Les deux hommes sont devenus amis en s'échangeant des conseils sur Internet. Comment ça va, Pete? Salut Mike. Ils se rencontrent pour la première fois dans le lieu de survie de Michael, au Pays de Galles. J'ai sorti mon super poêle à bois. C'est l'occasion de voir s'ils peuvent s'apprendre des choses. Je peux m'y réchauffer les mains? Attention à pas te brûler. Génial. C'est un lieu de survie idéal à cause du terrain. Je suis venu tout exprès pour le voir. Cet endroit est intéressant sous de nombreux aspects, mais il n'a rien d'attirant pour quelqu'un qui se promènerait dans le coin sans but particulier. Ça, c'est mon kit de survie de 36 heures en cas d'urgence. Si je suis obligé de tout laisser tomber et de ne prendre que ça avec moi. J'ai 2 piquets, un poncho qui se transforme en bâche, sous laquelle je peux m'abriter la nuit ou pendant mes déplacements, des sacs de toile pour m'approvisionner en eau, ainsi que des aliments déshydratés comme des nouilles. De la nourriture, de l'eau, un abri pour dormir. Ouais, je crois. Regarde ce qu'on m'a donné, c'est un Maxpédition. C'est un vrai? Oui, il vient des États-Unis. Pete a vraiment un bon kit de survie. J'ai à peu près le même genre de choses que ce qu'il m'a montré. Juste au-dessus, mais au centre. Je suis d'autant plus impressionné par les armes de Michael qu'il y a des lois très strictes là-dessus au Royaume-Uni. Donc il faut faire très attention à ne pas s'entraîner n'importe où. Au centre, mais trop bas. Certaines armes ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Là, on s'entraîne sur une cible. Mais le moment venu, en dernier recours, elle pourrait nous servir à trouver de la nourriture. Pour un premier essai, c'est plutôt réussi. Ouais, pas mal. Preuve qu'un prepper peut toujours s'améliorer. Mais cet exercice de tir n'est pas anodin. Quand vous êtes dans une situation critique, vous n'avez surtout pas envie que quelqu'un vienne vous piquer discrètement tout votre attirail de survie. Je ferai l'impossible pour éviter un affrontement mortel. Mais si jamais la situation dégénérait et qu'il n'y avait plus d'ordre public, est-ce que j'utiliserais les armes pour défendre ma famille? Plutôt 2 fois qu'une. Ça, oui. En Slovaquie, Edward partage lui aussi ses connaissances sur les armes. Tu peux essayer en te mettant à genoux. Je vais le charger. Voilà. Baisse-toi, le doigt sur la détente. Je pense qu'en apprenant jeune le maniement des armes, les enfants apprennent à les respecter. Ils n'en deviendront pas dingues et ne feront pas n'importe quoi avec. Maintenant, inspire, bloque ta respiration et tire. La pire des choses à faire, c'est de donner une arme à un enfant inexpérimenté. Parce qu'il va essayer de reproduire ce qu'il a vu à la télé, plutôt que d'apprendre à s'en servir. Tire quand tu es prête. Super. S'il apprend le maniement des armes à ses enfants, c'est que, comme tous les preppers, il craint le pire pour demain. Il se fait beaucoup de soucis pour l'avenir. On parle de catastrophe, on parle de fin du monde, mais je crois que les enfants sont encore trop petits pour comprendre ces choses-là. Si on étudie l'avènement et la fin des civilisations à travers l'histoire, et si on regarde combien de temps elles ont duré, ce qui leur est arrivé, on se rend compte qu'il y a certains signes qui montrent que notre civilisation est sur le point de... qu'elle est sur son déclin. Que ce soit dans leur retraite en Slovaquie, leur cachette en ville ou sur de petites îles au milieu des rivières, les preppers britanniques se préparent en vue d'une catastrophe. Sont-ils paranoïaques? Ou bien leurs compatriotes devraient-ils faire de même? Est-ce notre heure? On ne sait pas. Mais je m'efforce de tout bien préparer pour que le jour J, je puisse surmonter la tempête un peu plus tranquillement que le type d'à côté.
J'espère avoir créé ici les conditions qui nous permettront de supporter une catastrophe. Et non pas simplement d'y survivre, de vivre bien et longtemps. Il faut être préparé à toute éventualité, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je vais poursuivre ma préparation, parce que c'est la chose à faire. Je sais qu'une tempête s'annonce, et j'agis en fonction. Préparez-vous au pire et espérez le meilleur.